Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Non, vous n'êtes pas sur la mauvaise chaîne, c'est bien moi. J'ai juste rasé ma barbe. J'ai un peu trop rasé, donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça va repousser. Et voilà, c'est à peu près tout pour ma barbe, parce que je sais qu'il va y avoir 300 commentaires là-dessus. Ok, alors, première news avec Huawei qui a annoncé les P30 et les P30 Pro, qui sont du coup les remplaçants des P20 et P20 Pro. C'est pas la même gamme que les Mate, hein, je tiens à le rappeler. Les P sont plus orientés apparemment performance en quelque sorte, alors que les Mates sont plus genre. Enfin, c'est un peu. Je trouve que les deux gammes sont un peu similaires en réalité, mais bon, il y a une différence. Là, la différence, c'est que, comme vous pouvez voir déjà, premier truc moi que je vois, c'est utiliser une notch en teardrop. Donc la notch qui est juste une petite goutte avec juste la caméra. Pas trop mal. Évidemment, c'est toujours pas parfait, hein. Personnellement, je serais content le jour où on aura un objectif d'appareil photo sous l'écran, parce que moi, j'utilise jamais la caméra selfie, donc j'ai en mode, j'en ai pas besoin, et je préfère avoir mon full écran visible. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Je pense quand même que justement OnePlus se débrouille mieux sur le 6T avec une forme un peu plus intéressante. Là, vous voyez que c'est assez, ça ressemble beaucoup au final à la notch de l'Essential Phone qui était sorti là, je ne sais combien de temps. C'est un peu similaire au final. Bon, aussi au niveau des specs, il est plutôt intéressant. Il a évidemment, donc on peut voir ici justement le P30 et le P30 Pro. On va surtout regarder le P30 Pro. Donc, en réalité, je veux dire, ils ont à peu près les mêmes specs. Juste l'écran qui change beaucoup. Donc, 6,1 pouces versus 6,47 pouces. Oui, c'est très précis. Pas une énorme résolution niveau écran, comme on peut voir, du 1080 par 2340 pixels. Largement suffisant, selon moi, pour un écran sur toute cette taille que vous n'avez pas non plus collé à vos yeux. Ils utilisent tous les deux le Kirin 980 en 7 nanomètres de justement la marque, qui est un excellent processeur. Pas au niveau du Snapdragon 855 qui est sorti, mais ça reste un excellent processeur. Du stockage en ventu, en voilà. Ils ont aussi apparemment... Oui, alors oui, Huawei a aussi une particularité, c'est qu'ils n'ont pas de slot. Ils ont plus de slot SD, mais maintenant ils ont un slot spécial NM card. C'est genre une nouvelle carte SD en quelque sorte. C'est un peu un format propriétaire, donc c'est un peu dommage de voir ça, mais au moins vous pouvez l'étendre s'il faut. Double SIM, 6 ou 8 Go de RAM. Donc au final, vous voyez, assez similaire, assez classique pour un téléphone, je veux dire, haut de gamme de 2019. Mais la batterie est vraiment pas mal d'ailleurs, 3650 mAh et 4200 sur le Pro. Du coup, vous allez me dire, ok, quel est le truc intéressant de ce smartphone? Il y a un truc intéressant, et c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle, parce que sinon j'en parlerai pas, on va être très honnête, parce qu'il y a des smartphones haut de gamme qui sortent tout le temps. C'est le fait que le troisième appareil photo à l'arrière est un télescope. Donc oui, ça se voit pas ici, je vais chercher, il me semble qu'ils doivent avoir une image. Ok, là j'ai une bonne image, comme vous pouvez voir. Du coup, on voit les différents appareils photo, d'ailleurs il y en a 4 en réalité, il y en a un troisième, enfin un quatrième qui est planqué juste ici, qui est tout petit. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu un petit peu à quoi ça ressemblait ces appareils photo, c'est plutôt complexe. Rien que le nombre d'optiques d'affilée qui s'enchaînent justement jusqu'au capteur, c'est assez incroyable. Je veux dire, quand vous avez des appareils comme ça, évidemment, bon là, vous avez de la place de mettre tous les optiques, parce que là, il y a plusieurs bouts de verre qui permettent de bien amener la lumière d'une certaine façon, bien souvent d'amener plus de lumière sur une plus grande zone, sur une plus petite zone. Donc c'est assez impressionnant justement à voir tous ces optiques en train de travailler un petit peu ensemble. Et du coup, le quatrième ici, comme vous pouvez voir, il y a un petit truc devant et puis il y a les optiques dans l'autre sens, parce que oui, c'est un périscope. C'est vraiment ça, c'est le truc que vous avez fait en primaire avec un miroir, mais utilisé dans un smartphone. Donc là, l'avantage, c'est qu'au lieu d'être limité par la largeur du téléphone, qui est pas toujours la plus épaisse, vous êtes limité par tout simplement, enfin par l'épaisseur du téléphone, vous êtes limité par la largeur du téléphone, ce qui est beaucoup mieux. Et du coup, vous avez beaucoup plus de place pour mettre l'optique. Bon, évidemment, vous n'allez pas utiliser toute la largeur du téléphone rien que pour l'appareil photo, parce que ce serait un petit peu overkill. Donc là, ça nous donne du coup un zoom optique pour information de x5, selon Huawei, et c'est équivalent à du 135 mm. Au niveau, justement, si vous avez un objectif sur un appareil, justement, photo classique, pour ceux qui voudraient la conversion. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a juste une question, c'est... On le voit pas de trop, et c'est pas 100% précisé, donc il faudra attendre que quelqu'un ouvre le téléphone, certainement Jerry Rig Everything, qui va certainement l'ouvrir, pour justement regarder si il y a un mécanisme pour réellement zoomer. Est-ce que c'est un réel zoom optique? Parce que par exemple, avec un appareil comme ça,
si je tourne ici, vous voyez, ça zoome. L'objectif augmente en taille et ça zoome. Vous avez même des objectifs où au final, ça n'augmente pas. Enfin, ça n'augmente pas en taille parce que c'est déjà prévu à la taille maximum en permanence. Et d'ailleurs, si vous dites « Ah, c'est une technologie qui est vraiment intéressante et tout ça, c'est bravo à Huawei d'avoir innové ». En réalité, ça existe depuis pas mal de temps. Vous avez par exemple l'Asus Zenfone Zoom qui est sorti, il me semble, en 2014-2015, je ne sais même plus, qui avait déjà un objectif périscope. On peut le voir ici d'ailleurs. Donc vous voyez, la lumière rentre d'un côté, pouf, passe de l'autre côté, quoi. Et dans le cas de Samsung, d'ailleurs, on peut le voir ici, c'était un véritable zoom. C'est-à-dire qu'il y avait, pendant qu'une mobilette passe et fait énormément de bruit, il y avait, d'ailleurs, oui, eux, ils avaient carrément jusqu'à x12, d'ailleurs. C'était articulé, c'est-à-dire que les bouts de verre qui composent l'objectif pouvaient bouger pour justement zoomer ou dézoomer. Donc, c'est un véritable zoom optique ici. Donc, personnellement, quoi qu'il arrive, je suis content de voir la technologie dans un téléphone haut de gamme. C'est une très bonne technologie, selon moi. C'est une bonne utilisation d'espace. Ça, c'est justement le chose de... C'est genre... Là, je suis en mode, OK, vous avez enlevé le jack, mais mettre ça à la place, ça vaut la peine. Vous voyez, je me dis, la place économisée par le jack vaut la peine de mettre ce genre de choses, personnellement. Même si, selon moi, il y a toujours moyen de caser un jack par-ci, par-là. Mais bon, c'est une bonne utilisation de l'espace interne d'un téléphone et ça permet d'avoir un véritable zoom. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir des zooms? Moi, je trouve que justement, les zooms sont plutôt utiles sur smartphone parce que vous allez prendre des photos et puis vous voulez prendre, par exemple, en photo un immeuble, enfin, un monument. Alors, si vous êtes trop près, bien souvent, il vous faut un grand angle parce que sinon, vous allez devoir reculer ou vous allez devoir être comme ça passe pas. Donc ça, on a déjà les caméras grand angle. Mais des fois, vous êtes loin. Peut-être que vous êtes, je sais pas moi, vous êtes en train de regarder la Statue de la Liberté, mais vous êtes loin. Du coup, c'est bien d'avoir un zoom. Quand vous avez un bon appareil comme ça, vous pouvez zoomer. C'est génial. Mais quand vous avez un téléphone, vous ne pouvez pas zoomer. Vous devez faire un zoom digital, que ça s'appelle, et vous zoomez en fait sur l'image, en fait. Et ça donne pas la meilleure qualité, vraiment. Donc avoir un zoom configurable, c'est plutôt cool. Bon, par contre, si c'est réellement un zoom mécanique, on va dire, oui, qui peut s'articuler, évidemment, c'est une pièce mécanique, donc au bout d'un moment, ça peut dérailler ou autre chose, donc faut en tenir compte. Après, comme c'est entièrement fermé ici, il n'y a pas de chance que des grains de sable ou autre chose vont se faufiler dans le mécanisme et le foutre en l'air. Donc, ça devra aller, je pense. Il y a même bien souvent ces mécanismes-là ont une meilleure durée de vie que la batterie, donc c'est pour dire. Mais dans tous les cas, oui, plutôt intéressant. Il y a MKBHD qui a fait une vidéo dessus, justement, où il montrait que c'était assez, des fois, un peu quand même perturbant, parce que ça permet vraiment de zoomer énormément, au point même que vous pouvez zoomer, genre, sur la fenêtre de votre voisin et commencer à voir ce qui se passe, donc... Plutôt bof, mais bon, je veux dire, vous pouvez acheter une paire de jumelles au supermarché qui fait exactement la même chose. Donc, personnellement, je trouve que, ouais, on a déjà, je veux dire, les gens un peu chelous ont déjà la possibilité de faire ça quoi qu'il arrive. Mais ça donnera certainement quand même quelques situations où des gens l'utilisent pas d'une manière très très bien. Mais je pense que par contre, la plupart des gens, des autres personnes qui sont raisonnables, ce sera bien utilisé parce que ça permettra de prendre des photos de quelque chose qui est un peu plus loin, qu'on peut pas s'approcher, justement. Donc, moi, je dis, je suis pour, justement, les innovations utiles, pas les trucs, genre, inutiles. Ensuite, autre news, c'est au niveau d'Apple qui a eu un événement un petit peu... ils ont eu un événement récemment pour, justement, annoncer quelques petites nouveautés. Ils ont notamment annoncé un nouveau service de news que vous pouvez payer pour avoir des news. Pas très intéressant, selon moi. Enfin, je veux dire, je préfère aller sur les sites directement et même payer les sites directement si je veux les soutenir. Ils ont aussi annoncé d'autres petits trucs. Ils ont annoncé une nouvelle version d'iOS, du coup, qui supporte un petit peu tout ça. Ils ont aussi annoncé un service de jeu sur iOS, par contre. Donc, c'est pas des vrais jeux genre streaming comme Google ou autre chose. Non, là, on parle d'un service de jeu où vous pouvez apparemment payer un abonnement et avoir accès à pas mal de jeux. Bon, oui, on verra ce que ça donne. Le truc, c'est qu'il y a déjà pas mal de jeux sur iOS, donc... Je veux dire, il y a vraiment un intérêt à créer ça maintenant. Si c'est pour avoir des meilleurs jeux de meilleure qualité, alors je dis par contre, oui, totalement, faites-le. Mais après, si ça change rien et que juste ça vient au même,
ouais, on verra bien qu'est-ce que ça donnera. Puis il y avait d'autres petits trucs par-ci par-là. Mais je pense que le truc qui a attiré le plus l'attention des gens, et je pense que c'est totalement justifié, outre le fait qu'ils ont aussi annoncé d'ailleurs les AirPods version 2 qui sont exactement les mêmes, sauf que maintenant le boîtier où vous mettez les AirPods peut charger sans fil, donc voilà. Dans tous les cas, outre ça, ils ont annoncé, oui, leur carte de crédit. Vous ne rêvez pas, Apple va faire sa propre carte de crédit. C'est fait par Mastercard, comme vous pouvez voir. Ça veut dire que techniquement, ils se lancent un petit peu dans le milieu de la banque. Ce qui n'est pas très étonnant parce que je veux dire, Apple se fait tellement d'argent qu'il pourrait totalement devenir une banque. Mais bon. Et puis comme ça, au moins, je veux dire, si vous achetez le dernier. Genre, quand le prochain iPhone sort, ils peuvent directement prélever l'argent sur votre compte et puis vous l'envoyer sans même que vous en rendiez compte. Je veux dire, ils seraient capables de faire ça. Mais bon. Dans tous les cas, cette personne a beaucoup d'argent sur son compte. Et ils ont lancé du coup cette carte de crédit qui, contrairement aux autres cartes de crédit, vous fait gagner de l'argent quand vous l'utilisez. Bon, en réalité, c'est... Comment dire? Vous ne gagnez pas vraiment d'argent. Vous perdez moins d'argent. On devrait plutôt le dire comme ça. Parce que ça vous donne de l'argent si vous l'utilisez. Donc, si vous utilisez de la carte de crédit, évidemment, bah, vous avez de l'argent qui part. Mais c'est-à-dire que si vous devez acheter des choses, vous gagnerez de l'argent. Donc, apparemment, c'est avec certains revendeurs et tout ça. Donc, c'est selon... Il y aura des conditions spéciales, mais en gros, vous pouvez jusqu'à... Hop, voilà, jusqu'à 3 à 4,5% selon certains services et tout ça. Ou sinon, ce sera plus peut-être 2%. Mais en gros, vous aurez un pourcentage de ce que vous avez payé qui vous sera reversé. Donc, la façon de le voir, c'est qu'ils vont vous faire en gros une réduction de jusqu'à 5% des fois sur ce que vous payez. C'est vraiment ça en réalité. Hein. Je parle vraiment que vous gagnez de l'argent, c'est juste que vous avez une réduction de 5%. Et je suppose que ça finit sur la carte de crédit, donc vous êtes obligé d'utiliser la carte de crédit pour utiliser cet argent quoi qu'il arrive. Mais bon, intéressant, utile. Je ne crois pas que Apple enfin, voilà. Déjà, ce sera que aux États-Unis hein, dans un premier temps, évidemment. Mais franchement, je suis pas convaincu. Donc, on verra bien. Après, ça suit la suite logique de, évidemment, Apple Pay, hein, qu'ils avaient lancé là, ça fait très longtemps, qui est le service de paiement, justement. Donc, c'est une suite logique, mais bon, je reste dubitatif. On verra ce que ça donnera. Ensuite, une autre news. Alors ça, c'est plus une news de mise en garde. Je le vois arriver de plus en plus ces derniers temps, notamment quand j'ai fait les vidéos justement sur les... quelle est la meilleure carte graphique achetée, quel est le meilleur processeur acheté, ou quel processeur ou quelle carte graphique acheter. J'ai commencé à avoir des irrégularités sur certains revendeurs, notamment l'Amazon Marketplace, qui n'est pas la même chose qu'Amazon. Donc, si vous ne savez pas, je ferai une vidéo sur le sujet parce que c'est plutôt intéressant ou un peu inquiétant en réalité. C'est que Amazon vend des trucs, mais Amazon aussi permet à des marques ou des sociétés de vendre des trucs sur leur plateforme, comme eBay au final. Ça veut dire que des fois, vous achetez des choses sur Amazon qui ne passent jamais chez Amazon, même vraiment jamais chez Amazon. C'est pour dire. Donc, c'est inquiétant parce que c'est pas la première fois que c'est abusé. Par exemple, vous avez des marques qui vont faire du contrefait. Le truc, c'est que, et c'est ça aussi qui est un peu perturbant, c'est que certains produits sur Amazon viennent de plusieurs revendeurs. Vous avez déjà dû voir ça. Vous avez une liste de revendeurs et vous met évidemment celui qui a le meilleur prix. C'est logique, le moins cher. Mais du coup, vous avez des marques qui sortent un produit, par exemple, je sais pas moi, un mixeur, et puis une marque en Chine va faire un mixeur contrefait de ce mixeur, le vendre moins cher sur Amazon et profiter de la réputation du mixeur qui aussi bien était très bonne parce que c'était un bon mixeur en vendant un produit contrefait de mauvaise qualité. Et du coup, quand les gens vont se plaindre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir le constructeur originel du mixeur. Et donc, le problème, c'est que Amazon ne remarque pas tout de suite ce genre de choses. Et au final, vous avez des situations où ces sociétés-là font traîner les choses et elles font plein d'argent. Et puis, quand elles se font prendre, leur compte est supprimé. Mais comme elles sont en Chine, bah, rien ne leur arrive. Ils recréent une nouvelle société, ils recommencent avec un nouveau produit. J'ai tout touché le clavier sans faire exprès. Ils recommencent avec un nouveau produit, et ainsi de suite. Donc, oui, il y a des gros problèmes sur Amazon Marketplace. Il y a déjà ça. Il y a aussi beaucoup de contrefaits purs et simples, par exemple de cartes graphiques. Même processeur, ça a l'air d'aller, mais carte graphique, c'est assez abusé. Vous avez dû le voir avec des
des cartes graphiques qui ne devaient pas être à des prix, qui étaient à des prix très intéressants, mais c'était genre soit des cartes graphiques pas fonctionnelles ou juste des contrefaits totales. Et vous avez la même chose avec un autre site, notamment, j'en parle parce que j'ai vu cette news sur FR Android où ils disent « Waouh, vous avez le Galaxy S10 à 538 € le Galaxy S10e. Il est vendu où? Il est vendu sur un site qui s'appelle Rakuten, je crois. Rakuten, je sais pas. En gros, ce site est un peu comme Amazon. C'est un marketplace. C'est-à-dire que n'importe qui, même moi, je peux créer une société écran quelque part, aller dessus et faire semblant de vendre des téléphones, mais en fait, je vends peut-être des contrefaits de Chine, des faux Galaxy S10 ou autre chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, je vous le dis. Et un peu honte à FR Android, là, ici. J'aime bien le site, mais honte à eux de ne pas avoir fait plus de recherches là-dessus. Ça semble être... Alors, peut-être qu'il y en a qui... Et à mon avis, c'est le cas. Peut-être qu'il y en a, ils ont de la chance, ils ne tombent pas sur des contrefaits parce que peut-être qu'ils mixent des vrais téléphones dedans pour donner une impression de crédibilité. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur des fakes ou juste des téléphones qui avaient déjà été ouverts, donc des reconditionnés ou autre chose. Alors, le site vend des occasions, donc ça va si c'est indiqué que c'est une occasion, mais il y a certains qui ont eu des trucs d'occasion alors que c'était indiqué que c'était neuf. Donc ouais, je vais même pas montrer le site parce que j'ai pas envie de faire plus de pub que ça. N'allez pas acheter dessus, je le dis clairement. L'Amazon Marketplace, fait très attention. Je le redis à chaque fois que j'ai une vidéo où on voit justement des prix intéressants sur Marketplace. Faites très attention, prenez des revendeurs sérieux, de préférence basés en France, parce que vous avez moins de chances d'avoir des problèmes, parce que s'ils sont basés en France, la justice française peut les retrouver. Mais quoi qu'il arrive, si vous voyez des prix complètement démentiels par rapport au prix normal du marché, ça devrait vous dire « Hey, il y a un problème là, c'est pas normal ». D'ailleurs, vous avez aussi la même chose sur eBay, donc faites attention. Il me semble que toutefois, et c'est assez étonnant, il me semble que eBay a un peu plus de protection à ce niveau-là, alors que eBay a toujours été accusé de n'avoir aucune protection, mais bon, ils ont plus de protection visiblement que le marketplace d'Amazon, pour les clients en tout cas. Donc, ouais, c'est assez étonnant. Et j'ai l'impression qu'ils traquent plus les fakes et tout ça. Mais dites-vous que tout ce qui est un peu marketplace comme ça, eBay, ce Rakuten ou je sais plus quoi, comment il s'appelle, et Amazon Marketplace, faites attention. Donc, c'est juste une petite mise en garde. Je ferai une vidéo plus sur le sujet pour vous montrer des exemples même directs, mais faites attention si vous voyez des prix trop avantageux. Regardez derrière ce qu'il y a. Si vraiment c'est beaucoup moins cher que les autres sites, soit c'est peut-être une opération spéciale avec la marque, génial alors, mais vérifiez que c'est officiel. Mais sinon, si c'est pas le cas, il y a forte chance que ce soit frauduleux. Ensuite, autre news, c'est au niveau de Boston Dynamics qui a montré encore un autre robot très inquiétant que, voilà, ça fait de plus en plus peur. C'est un robot qui ressemble un peu à une autruche, oui, littéralement, qui déplace des boîtes. C'est vraiment ça. Comme vous pouvez voir, il y a des petits QR codes, on dirait un petit peu. Comme ça, le robot peut les détecter où il y a certaines boîtes, à mon avis. Il a un truc avec des ventouses, on dirait un petit peu, mais à mon avis, ça aspire carrément l'air pour garder la boîte collée. Et ça déplace des boîtes comme ça. Et comme vous pouvez voir, il s'équilibre avec certainement tous les moteurs qui sont situés là. Et certainement aussi la batterie. À mon avis même, très probablement la batterie et même l'ordinateur de contrôle. Et donc, ouais, il y en a deux, comme vous pouvez voir, ils prennent les trucs et ils les chargent. Je trouve... Alors, à chaque fois que je vois les vidéos d'Amazon... Donc, à chaque fois que je vois une de ces vidéos, justement, de Boston Dynamics, c'est toujours rempli soit d'émerveillement, de me dire « Waouh, c'est plutôt intéressant », et aussi de peur, parce que je me dis « Waouh, ça peut être inquiétant », parce que tu te dis que d'ici 50 ans, ils seront beaucoup plus perfectionnés comme robots. Et apparemment, j'ai un nouveau mail. Excellent. Du coup, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Boston Dynamics, c'est la société qui s'est fait... donc, c'est basé à Boston, ça semble logique, qui s'est fait racheter par Google et qui est... Basiquement, ils fabriquent des robots assez intéressants. Ils ont pas vraiment de produit commercial pour un moment, à part le Spot Mini, qui est un tout petit robot où ils ont posté une vidéo où vous voyez, ils dansent sur une musique. C'est à peu près tout, franchement. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vraiment de vrai produit commercial. C'est beaucoup de la recherche robotique. Mais ils avancent plutôt vite. Bon, après, évidemment, il faut tenir compte que les vidéos qui montent, c'est forcément genre des tests qui ont bien marché. On voit pas tout ce qui rate derrière, mais quand même, on voit des choses plus intéressantes. Comme vous pouvez voir, déjà là, je trouve assez intelligent au final quand on pense robot, on se dit ok, robot humanoïde. Ok, c'est le plus logique selon les gens. C'est robot humanoïde, ok, c'est ce qu'il y a de mieux pour remplacer un homme peut-être dans une tâche.
Mais au final, comme vous pouvez voir, le mieux peut-être c'est de faire des robots en fait qui n'ont pas une forme qu'on pourrait s'attendre. Donc peut-être une autruche justement, ou comme le Spot Mini, une sorte d'animal à quatre pattes en quelque sorte, une sorte de chien, c'est un peu la même taille d'ailleurs. Donc des trucs dans le genre. C'est plus intelligent selon moi de sortir justement des idées préconçues. Mais bon, évidemment c'est encore en test, en développement et tout ça, mais je peux vous le dire, si vous êtes jeune surtout, hein, si vous avez moins de, on va dire 40 ans, 30 ans, vous pouvez vous le dire que dans votre vie, il y a des robots qui vont remplacer des jobs. Par exemple, si vous travaillez chez Amazon et que vous voyez ça, ça fait un petit peu peur, par exemple. Il y a des jobs qui vont être remplacés par des robots. On verra bien ce que ça donnera. C'est un sujet de débat très intéressant, personnellement. C'est un problème, outre les problèmes climatiques, ce problème de justement robotique, de remplacement des êtres humains est plutôt intéressant. Il est encore plus intéressant parce que encore, vous avez les voitures qui conduisent d'elles-mêmes. Le truc, c'est que les voitures qui conduisent d'elles-mêmes, il y a énormément de problèmes. Vous voyez, genre, ils doivent conduire sur la route avec des êtres humains. Il y a beaucoup de variables. Ce genre de robot, c'est des environnements très contrôlés. Donc, il y a tellement moins de variables que ce genre de choses, selon moi même, on aura peut-être même des robots full automatisés qui arriveront peut-être avant même qu'on ait des voitures vraiment full automatisées au niveau conduite. Selon moi, j'ai vraiment cette impression-là parce que il y a tellement moins de variables, moins d'aléatoires dans un environnement comme celui-là que pour une voiture. Ensuite, on a une petite news d'Intel qui a montré son nouveau panel graphique nouveau panel de paramètres pour leur driver graphique. Donc, ce sera certainement le panel utilisé pour leur future carte graphique. Je vous rappelle qu'ils sont en cours de préparation. Ils ont recruté un ancien d'AMD, l'ancien même gros, on va dire, directeur, tout ce qui est carte graphique chez AMD, pour travailler sur des cartes graphiques chez Intel. Donc, ça arrive, hein. Ça devra arriver début 2020, 2020, comme ils avaient indiqué. Du coup, c'est intéressant de voir la refonte, mais honnêtement, il n'y a pas plus. Je le traite parce que j'ai vu beaucoup de gens en parler, mais je suis en mode, ouais, c'est juste genre, c'est un panel graphique. C'est intéressant, mais pas plus que ça. Donc alors, grosse première news de la semaine, que je tourne même à la fin de la vidéo, parce que je veux vraiment avoir le temps d'en parler le plus possible, parce que c'est une assez grosse news. C'est au niveau du fait que le Parlement européen a fait le dernier vote sur la réforme de tout ce qui est copyright sur le web, si vous ne savez pas. C'est quelque chose qui est préparé depuis pas mal de temps. Et du coup, les articles, les feux articles, parce que ils ont changé de nom, mais l'article 11 et l'article 13 qui posaient beaucoup de problèmes dans justement cette réforme. Donc l'article 11, je vous rappelle, c'était celui qui disait que par exemple les sites comme Google ou autre chose ne pouvaient plus mettre des previews d'articles. Donc par exemple, quand vous voyez un lien sur Twitter, vous avez souvent une preview, vous avez un petit texte qui dit le début de l'article, vous voyez par exemple. Eh bien l'article 11 interdirait ça, ou en tout cas obligerait ces sites à payer en tout cas les sites de news ou des trucs dans le genre. Donc ça, c'était déjà pas mal controversé parce que Google l'avait annoncé, et c'est déjà le cas d'ailleurs en Espagne, où les sites de news ont réussi à faire passer des lois comme quoi Google devait soit payer, ou même carrément, il me semble qu'il devait carrément payer les sites de news pour afficher une petite preview, ou juste arrêter de faire des news. Et Google a décidé d'arrêter totalement de faire Google News en Espagne, pour information. Donc c'est pour dire. Du coup, et d'ailleurs, le trafic aussi de ces sites web a chuté apparemment depuis que Google a fermé son truc de news. Donc, au final, ils se sont mordus les fesses. C'est littéralement ça. Enfin bref, du coup, l'article 11, c'était déjà pas mal débattu. D'ailleurs, l'article 11 est devenu, il me semble, l'article 15, si je me souviens bien, parce que oui, ils ont renommé les articles. Et le deuxième, le plus problématique, c'était l'article 13, qui était renommé en article 17, oui, est passé aussi, du coup. Il n'est pas passé... en gros... toute la réforme est passée très facilement, genre il y a eu largement assez de voix. Par contre, il y avait une autre réforme pour rechanger encore l'article justement 17 ou l'article 13. Ça, c'est apparemment vraiment pas passé loin. Il y a même un débat un peu là-dessus, c'est que certains parlementaires européens ont mal voté dessus. Certains ont voté pour passer la réforme alors qu'ils voulaient voter contre, et il y en a qui ont voté contre qui voulaient voter pour. Donc c'était juste what. C'est n'importe quoi. Ça montre juste une chose, c'est que tous ces parlementaires peut-être n'avaient pas une très grande idée de ce qui se passait en fait.
et c'est même énormément débattu là-dessus. Ou alors, une autre théorie, c'est que certains ont fait exprès pour juste dire après, oups, j'ai mal voté, mais j'étais totalement contre, hein, les gars. Hein. Donc il y a un petit peu des deux. Une chose est sûre, si vous ne savez pas du coup ce que c'est cet article 13 ou 17 maintenant, c'est le plus controversé des deux. C'est en gros, c'est celui qu'on appelle le grand filtre, parce que ça oblige tous les sites web à être responsables de ce que les gens postent sur leur site web au niveau copyright. Donc si par exemple, je fais un blog, ok, je fais un blog par moi-même, je fais carrément le site par moi-même, hein. Je fais un blog, ça s'appelle aurelienblogsama.eu, et que j'autorise les gens à poster des commentaires, et que quelqu'un par exemple poste une musique, une vidéo copyrightée en commentaire, je suis responsable et je peux me faire attaquer en justice par l'ayant droit. Ça veut dire que tous les gros sites comme YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Reddit, eux, le truc c'est que quand ils voient ça, bah, ils sont en mode « Oh, on va se faire attaquer en justice de tous les côtés ». Donc la solution la plus logique, c'est de tout simplement faire un filtre. Donc dès que vous postez quelque chose sur le web, enfin dès que vous postez quelque chose sur un de ces sites web, c'est automatiquement filtré pour voir s'il n'y a pas de contenu copyrighté. Vous allez me dire, ah ben c'est déjà le cas de YouTube. Oui, c'est déjà le cas de YouTube. Sauf que là, le truc, c'est que comme YouTube, maintenant, va être responsable des problèmes de droit sur son site, ils vont être encore plus... ça va être... Genre, à l'heure actuelle, si on était d'une échelle de 1 à 10 au niveau extrémisme copyright, ils étaient à 4. Là, ils vont passer à 9. C'est vraiment ça, quoi. Là encore, il y avait encore moyen de s'en sortir. Là, ça va juste être n'importe quoi. Vous allez faire une vidéo de famille avec une musique copyrightée en arrière-plan. Vous voulez juste la mettre sur YouTube pour partager avec le reste de votre famille. Pouf, ça va se faire bloquer automatiquement. Même, voilà. Vous pourrez même pas, il n'y aura même pas le truc qu'il y a actuellement, genre, ah, vous ne pouvez pas la monétiser ou autre chose. Non, là, ça sera, pouf, bloqué directement parce que YouTube ne prendra plus le risque d'avoir des problèmes de copyright, justement. Alors, vous allez me dire, derrière tout ça, donc ça, quoi qu'il arrive, je dis ça, c'est ce que vont faire certainement tous les grands sites parce qu'ils vont pas prendre le risque. Genre, si vous êtes un gros site web ou autre chose, vous ne voulez pas prendre le risque de défendre les gens comme ça. Vous voulez juste mettre un filtre parce que c'est la meilleure façon de le faire. Et vous ne pouvez pas engager des êtres humains parce que c'est juste pas possible de filtrer tout ce qui est posté sur YouTube ou autre chose par des êtres humains. Du coup, vous allez me dire, ouais, mais c'est pour protéger les ayants droit et tout ça. Le truc, c'est que je tiens à le préciser. Toute cette loi sauf l'article évidemment 13 ou 17, toute cette loi est bonne. C'est une réforme du droit d'auteur sur Internet, c'est une bonne chose, parce que le droit d'auteur sur Internet était archaïque. Donc c'est une bonne chose. Cet article-là, le problème, c'est qu'il est trop vague. Et ça va vraiment donner la situation où ça va être, littéralement, vous postez le moins de trucs copyrightés, même si vous avez le droit, parce que vous avez le droit hein, de faire du travail de modification. J'ai le droit, par exemple, de faire une parodie de quelque chose. J'ai le droit de faire une parodie d'une musique et tout ça. J'ai le droit de faire des reviews de films, par exemple. Vous avez le droit de faire ça. Mais le truc, c'est que les sites web vont pas prendre le risque de vous défendre là-dessus. Parce que c'est des utilisations qui sont à la limite, vous voyez. Vous avez le droit, mais les sites web ne prendront pas vraiment le risque. Et donc, le problème qu'on va avoir arrivé, c'est que ça va être abusé. C'est vraiment ça, ça va être abusé. Et c'est déjà le cas. Vous avez Universal Studio, donc le studio de film et tout ça, abuse déjà du système de YouTube à l'heure actuelle. C'est un point inimaginable. Donc, le système actuel de YouTube, vous ne savez pas, il y a deux façons de vous faire avoir par lui. Vous avez le scan automatique. Donc, par exemple, moi, je suis ayant droit, je upload ma musique sur YouTube et je dis, OK, ça, c'est ma musique, copyright là, je veux pas que les gens l'utilisent, ou alors, si quelqu'un l'utilise, monétise pour moi, OK? Voilà. Vous pouvez définir comme ça, même chose avec les films et tout ça. Donc, il y a déjà ce système-là, sauf que ce système-là ne détecte pas tout, parce que, par exemple, si j'utilise un extrait de musique de 3 secondes, mais il va pas forcément arriver à le détecter, c'est trop court pour vraiment le détecter. Mais il y a du coup un autre système qui est en place, c'est des strikes manuels. C'est-à-dire que le ayant droit peut-être a regardé une vidéo de, je sais pas moi, Squeezie, et s'est rendu compte que Squeezie a utilisé 5 secondes d'un truc copyrighté, et puis s'est dit, hey, t'as utilisé mon truc copyrighté. Du coup là, ils mettent une strike manuelle. Et les strikes manuels sont pires que les strikes automatiques, parce que les automatiques, encore, vous pouvez pas mal les contester, ok? Parce que comme ça vient du système automatique, YouTube laisse plus de marge. Mais les strikes manuels sont par contre, c'est genre, vous pouvez la contester, mais le juge de cette contestation,
c'est l'ayant droit. Donc c'est littéralement l'ayant droit et le juge et l'attaquant. Donc c'est-à-dire, votre honneur, il a utilisé mes droits. Et puis tu as le juge qui est en mode, c'est vrai. Et puis vous êtes en mode, oui, mais c'est un travail modifié. Enfin, j'ai fait une parodie. Donc vous êtes votre honneur, j'ai le droit. C'est un travail de modification et tout ça. Et puis vous regardez le juge, et puis en fait le juge, c'est juste l'ayant droit qui est en mode, non, tu as tort. J'ai le droit de juste monétiser ton truc et juste, t'as rien à dire. Et Universal a été plus loin là-dessus. C'est dégueulasse en réalité. Maintenant, Universal a un système automatique, en plus que le système automatique de YouTube, où ils vont scanner des vidéos, ils vont scanner les titres des vidéos et tout ça, détecter justement des personnes qui utilisent leur propriété, et une personne derrière va juste recevoir une liste de strikes manuels à faire. Il va juste les faire, il va même pas regarder en fait. Il va juste faire toutes les strikes manuels que le système automatique a donné. Le système automatique d'Universal, donc. Et donc, comme c'est des strikes manuels, elles sont beaucoup plus difficiles à contester. Et bien souvent, comme ça vient d'un système automatique au final, mais orchestré par un être humain juste derrière, il y a des faux positifs et tout ça, où c'est juste genre, il ne regarde pas si vous avez vraiment le droit de l'utiliser, de faire une parodie, une review de film ou autre chose. Donc ouais, ça va être la misère. Je pense qu'il y en a qui ne se rendent pas compte à quel point ça va être la misère là-dessus. Le seul truc positif qu'on peut voir un peu derrière, c'est que à force que des gens vont aller en justice, devant une cour de justice pour ce genre de cas, à force, il y a des précédents qui vont être construits et tout ça, et donc peut-être avec un peu de chance, si on se bat bien en réalité, ceux qui ont le droit de faire des parodies, ceux qui ont le droit de faire des reviews, se battent bien en justice, vont créer des précédents comme quoi, ben oui, on a le droit d'utiliser quelques images d'un film pour faire une review d'un film. Même si cette review est négative, on a le droit de le faire. Donc vous voyez, il y a quand même un point positif, mais ça va être compliqué. Je le dis vraiment, ça va être compliqué. Parce que la loi, comme je le dis, est trop vague. C'est même vague à un point inimaginable. Du coup, vous allez me dire, oui, mais Aurélien, la loi a été votée au niveau européen, mais les pays ont jusqu'à 2 ans pour l'appliquer. Donc ça va, on a encore 2 ans tranquille. Le truc, c'est que le gros de la loi a été écrit par des parlementaires français. D'ailleurs, en France, la loi est passée à genre... vous pouvez compter sur les doigts d'une main les parlementaires qui ont voté contre, et il y a une centaine de parlementaires européens français, pour dire. Donc, en gros, oui, c'était perdu d'avance parce qu'ils avaient quelque chose très en tête, parce que c'est eux qui ont basiquement écrit cette loi. Et apparemment, ils ont déjà des projets pour la mettre en place d'ici l'été ou même un petit peu plus tard. Donc, ouais, j'ai juste envie de dire, pas forcément 2 ans, ce sera peut-être beaucoup plus rapide. Donc, ouais, quoi qu'il arrive, on va voir ce qui va se passer. Si vous voulez un résumé au final de vraiment ce qui va se passer, c'est que le système que vous avez actuel de YouTube va devenir plus sévère et vous allez le voir sur encore plus de sites web. C'est vraiment ça, en fait. Et puis, il va y avoir plein d'abus. Certainement, vous allez voir des YouTubeurs critiquer autre chose, être copyright strike et tout ça. Vous allez avoir beaucoup de drama, à mon avis, dans les années à venir, en tout cas. Le temps que cette loi soit vraiment appliquée en France. Alors, il y a toujours une chance que la loi soit mieux appliquée en France, mais moi, j'y crois pas trop, parce que, je veux dire, si les parlementaires européens ne se sont pas renseignés, qu'est-ce qui vous fait croire que les personnes qui vont l'implémenter en France vont autant se renseigner? Je dirais non, en fait, pas vraiment. Par contre, la bonne chose à voir, c'est qu'en 2019, vous avez des élections européennes. Donc, vous pouvez faire en sorte de plus voter pour les gens qui ont foutu ça dans notre visage, littéralement. Donc, toutes les personnes qui ont voté pour, vous pouvez leur dire « Nope, fuck you ». D'ailleurs, quelqu'un m'a passé la liste sur Twitter, si je me souviens bien. Ça remonte, ou c'est loin, Là, voilà. Ok. C'est Capi Chaok. Donc voilà la liste des parlementaires, d'ailleurs, français. Français qui ont voté pour. Donc vous voyez 2 qui ont voté contre, qui font partie de la France insoumise, mais au final, la plupart du parti a voté pour, quoi qu'il arrive. Et vous avez aussi le parti écolo qui a juste voté, mais on ne se prononce pas vraiment. Donc ils n'ont pas vraiment voté contre, mais ils n'ont pas voté pour, donc ouais, je suppose. Donc ouais, mais vous voyez, ils ont tous voté pour. C'est vraiment ça, il n'y a aucun... Voilà,
Ma foi, là, c'est le truc politique où tout le monde était apparemment d'accord. Donc, ouais. Dans tous les cas, ouais. Vous faites ce que vous voulez avec cette information, mais ouais. Moi, je voterai plus forcément pour tous ces gens-là. Du coup, c'est à peu près tout pour cette news. C'était déjà pas mal de choses à parler. C'est un énorme sujet. J'ai beaucoup résumé ici, je tiens à le préciser, mais c'est un énorme sujet. Ça va se développer plus, je vous tiendrai informé, mais ouais, c'est un sujet compliqué. Ok, c'est à peu près tout pour le Texama Show de cette semaine-ci. Il n'y a eu que 2 vidéos du coup au final de cette semaine-ci, mais vous inquiétez pas, je suis en train de préparer plus de contenu pour que ça sorte vraiment régulièrement. Vous avez aussi d'ailleurs la vidéo sur la config à 500 €, si vous l'avez peut-être pas encore vue. Et puis il y a des bonnes vidéos qui sont sorties ces derniers temps. À venir, petit teaser, vous allez avoir la vidéo justement sur la comparaison. Genre, finalement, j'ai décidé un titre, ça va être à mon avis, est-ce que ça vaut la peine d'être radin sur la RAM? Donc en gros, est-ce que ça vaut la peine d'être en mode, ok, je prends juste une barrette de 8 Go, mais 2 mois plus tard, j'en prends une deuxième et puis je fais 16 Go. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça pour peut-être économiser 60 € et prendre une meilleure carte graphique? Parce que la carte graphique, c'est pas comme si vous pouviez mettre un billet de 50 € dessus et puis la transformer en une meilleure carte graphique. Alors que la RAM, vous pouvez rajouter juste plus de RAM et hop, c'est bon, quoi. Donc ça arrivera. Je dis pas forcément la semaine prochaine, mais ça arrive. Vous avez une review sur la RTX 2060... non, pas la RTX. La GTX 1660 Ti ici. Vous avez une review sur un clavier mécanique à laser. C'est plutôt intéressant. Vous avez une review sur un clavier mécanique silencieux. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Parce que les claviers mécaniques font pas mal de bruit. Donc, je pense que certaines personnes seraient intéressées par un clavier silencieux. Vous avez une vidéo sur les souris sans fil orientées gamer qui devra arriver. Vous avez plus de config et tout ça, plus de guides d'achat qui arrivent. Notamment, j'aimerais en faire un sur les écrans, sur peut-être les ordi portables, mais ça me demande encore. J'ai pas encore fait assez de recherches à ce niveau-là, mais les écrans, je suis déjà encore. Je suis pas mal renseigné, mais il faut que je continue de me renseigner. Donc ça arrivera quoi qu'il arrive. Plus de certainement config à 700, 800, 900 €. Peut-être même des recommandations plus simples niveau ordinateur portable, pas forcément pour tous les budgets, mais dire hey, quel est le meilleur ordinateur portable pour jouer, ok, genre à tel prix, puis à tel prix. Ça arrivera certainement. Mais j'ai une liste, de toute façon, j'ai un document avec pas mal d'idées, je les rajoute au fur et à mesure. D'ailleurs, si vous en avez, vous pouvez toujours les laisser, des trucs que vous voulez vraiment voir, qui selon vous, c'est en mode ok, ça c'est vraiment intéressant. J'en ai pas mal qui arrivent, quoi qu'il arrive. Et je vais continuer d'en rajouter justement. J'ai aussi justement celle que je disais sur Amazon et tout ça. Exposer un petit peu les problèmes d'Amazon et tout pour que les gens se rendent compte que des fois, il faut faire attention où on achète un petit peu nos trucs. C'est pas forcément que c'est parce que c'est le moins cher que c'est le mieux. Donc ouais, dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé ce Texama Show aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!